du matin. RTE, le RTE dans Typo 3, alors particulièrement RTE HTML AREA, mais j'ai volontairement fait une conférence qui sera assez courte, enfin elle ne dure pas 1 heure et demie, pour laisser un peu de temps pour discuter après, parce que le RTE c'est quand même un vaste sujet dans Typo 3, même s'il y en a un qui est, on va dire, le standard, il y a quand même de la concurrence assez intéressante à côté, donc ce sera ouvert à discussion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Il y a du temps, donc on va en profiter. Et puis, voilà, c'est parti. Alors, je vais déjà me présenter rapidement. Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, Romain Leleu, c'est moi. Je suis expert technique à Smile, société basée à... oui, donc je ne suis pas venu tout seul de Smile. Basée à Levallois-Perret. On a des agences dans toute la France. On fait du Typo 3, mais pas que. Et voilà, donc pas grand-chose de plus à dire. Alors, j'aimerais commencer par un chapitre qui est plutôt une question. Le RTE, c'est quoi finalement? C'est quoi l'utilité? C'est quoi le besoin qui se cache derrière? Alors, souvent, c'est la phrase que j'entends, soit en formation par des formateurs, soit par des clients, soit par des commerciaux. Quand on dit le mot RTE, souvent les gens nous regardent avec des gros yeux. C'est quoi un RTE? Je leur dis, vous savez, c'est l'éditeur de texte qui ressemble à Word, mais pas tout à fait Word quand même. C'est souvent la phrase qu'on entend. Et elle est assez juste, cette phrase, parce que le but premier d'un RTE, c'est remplacer ce qui, il y a peut-être 15 ans, aurait été une texte area toute bête dans lequel on aurait tapé son HTML, son texte. Le remplacer par un éditeur texte riche, un éditeur WYSIWYG, MiniWord, c'est un peu tous les termes que vous allez entendre. Donc ce besoin, c'est surtout ça, le but premier. Alors dans Typo 3, on a plusieurs extensions pour faire ça, qui sont un peu dans le haut du panier. On a le fameux RTE HTML AREA, qui est intégré avec Typo 3 dans le noyau. On a aussi TinyMCE RTE qui en fait intègre l'éditeur TinyMCE qui est un éditeur open source. On a aussi Aloha. Alors Aloha c'est le nom de l'éditeur. En fait l'extension c'est plutôt front-end editing avec Aloha. Donc clairement il s'adresse au front-end editing. Alors vu qu'on en a trois, la question qui en découle, c'est pourquoi faire une présentation spécifiquement sur RTE HTML AREA. Alors premièrement, parce qu'on n'aurait peut-être pas le temps de tout voir en détail si on prenait tous les éditeurs. Puis surtout, HTML AREA, il a quand même quelques particularités par rapport aux autres. La première, c'est que quand vous prenez le core Typo 3, le package de base, vous avez l'extension RTE HTML AREA qui est packagée avec. C'est de facto le standard dans Typo 3, peut-être le plus répandu, sans doute le plus répandu. C'est une intégration qui est historique. RTE HTML AREA, ça a commencé à être intégré à Typo 3 à partir de la 4.0. 3.8.1, il était déjà bien répandu. Donc ça fait grosso modo depuis 2006. Pour des techno-web, ça commence à dater. Il y a une maintenance régulière de l'outil, une maintenance qui est surtout en rapport avec Typo 3. On peut remercier Stanislas Roland pour le travail extraordinaire qu'il fait, puisque cet éditeur HTML AREA, il n'est utilisé que par Typo 3 actuellement. Ça a longuement dérivé de HTML AREA, projet initial, mais il est à peu près seul à gérer ce projet qui est quand même une part essentielle de l'outil. Et il assure vraiment une maintenance régulière. Si vous regardez les bug fixes de chaque release de Typo 3, vous verrez qu'à chaque fois, on a quand même au moins 3, 4, voire des fois une dizaine de lignes sur les grosses releases qui concernent HTML AREA, que ce soit de la compatibilité avec les navigateurs ou du bug fixe. Donc on a vraiment une maintenance régulière, beaucoup plus qu'avec les autres éditeurs. Et puis on a une documentation complète, et j'ajouterais aussi
une masse d'exemples assez impressionnante de configuration. Ce qui fait que quand vous avez un besoin à couvrir dans Typo 3, avec l'éditeur, RTE HTML area, c'est sans doute celui où vous trouverez le plus facilement l'information de comment résoudre votre problème. Du coup, cet éditeur, il va couvrir différents besoins. Avant tout, pour l'utilisateur. Donc, quand je parle d'utilisateur, c'est vraiment l'utilisateur final du produit, celui qui va devoir taper le contenu de la page dans cet éditeur. Le premier besoin pour un éditeur, et sans doute le premier objectif pour l'intégrateur ou le développeur qui s'occupe de créer le site, c'est de rendre cet éditeur, de le mettre à la portée de l'utilisateur. Donc ça veut dire quelque chose de simple, quelque chose qui respecte la charte graphique du site, qu'on n'ait pas besoin d'aller taper du HTML. Combien de fois on voit ou on entend des contributeurs, des éditeurs qui nous disent « je tape quelque chose et puis ça bug, alors je passe en mode source et je vais enlever une classe, je vais enlever un paragraphe, un div, je ne sais quelle option ». Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas avoir à faire, aller éditer le HTML. Ensuite, ça rejoint un peu le respect de la charte graphique, c'est des outils et de la mise en forme adaptés. Dans mon site, j'ai besoin de mettre des blocs de mise en avant avec différents styles. Je dois pouvoir le faire en 2 clics. Je ne dois pas avoir à aller sur le site, regarder le code source HTML, copier-coller des choses, regarder quelle classe CSS est utilisée pour aller la placer ou choisir la classe dans une liste. Donc ça doit être vraiment adapté. Et puis aussi, apporter de la correction orthographique. En fait, tous ces petits plus qui vont être au service de l'utilisateur. C'est des problématiques qui peuvent sembler évidentes et pourtant, on s'aperçoit qu'elles sont souvent ignorées. On a énormément de sites où justement on rencontre ces problèmes des retours de clients alors que c'est de la configuration assez simple. Alors, un deuxième aspect que j'aborderai par la suite, c'est plutôt pour le développeur. Alors, pour le développeur, au final, c'est toujours au service du client, de l'utilisateur, parce que le développeur, le RTE, il ne s'en sert pas vraiment. C'est plutôt, quand on parle de RTE, développeur part plutôt avec un mauvais a priori. Donc, c'est pour rendre cet éditeur plus convivial pour l'utilisateur. Alors, on va voir comment on peut ajouter des menus, des icônes, super simplement. C'est souvent quelque chose qu'on surestime au niveau de la complexité. C'est très très simple à faire. Et puis, se poser des questions sur l'intégration front-end et puis d'autres petits points qui sont souvent demandés et qu'on rencontre assez régulièrement. Alors donc, première partie, on va se mettre au service de l'utilisateur. Alors, un petit HTML4 fort de mise parce que souvent, l'utilisateur, le HTML, c'est un peu un langage obscur. Et l'idée ici, c'est que l'utilisateur puisse tout faire sans toucher au HTML. Alors, au niveau de la configuration, je vais commencer par les classiques. Je pense que tout le monde connaît. Si vous avez un peu configuré l'éditeur de texte, vous allez très très vite tomber sur le fameux rte.css. Vous l'avez dans tous les exemples. Il y a souvent une erreur qui revient quand on voit les rte.css des sites, c'est que c'est un copier-coller pur et simple de la feuille de style du site. Alors, on enlève des choses bien sûr, mais ça reste un copier-coller. Et on se retrouve avec des styles très génériques et un problème récurrent qui est que par exemple sur un paragraphe, je vais pouvoir mettre une classe CSS, un style, qui s'adresse à un lien. Donc ça fait à chaque fois des listes qui sont très très longues pour l'utilisateur. Il peut appliquer des styles qui n'ont rien à voir avec la charte graphique du site, enfin, qui ne sont pas censés être attachés à des éléments. Donc surtout, cette option, peut-être que ça parlera à des gens, le show tag free class du RTE CSS, de la config RTE, pardon, qui permet d'appliquer des styles partout. On la voit souvent activée pour que justement les styles s'appliquent
voilà, on ne se pose pas la question, on voit la liste de styles qui apparaît, et puis voilà, on s'arrête là dans la configuration. Alors que la bonne méthode, ça va être de faire une feuille de style vraiment spécifique pour le RTE. Si le fichier CSS est à part, c'est pas par hasard, c'est qu'on a vraiment besoin d'un style spécifique. Donc, la première règle, c'est si vous avez une classe qui doit s'appliquer sur des liens dans la feuille de style, c'est pas juste .maclass, c'est a.maclass. Alors c'est un peu casse-pied à taper, ça fait taper plus de choses, mais c'est hyper important. Si vous avez un style qui doit s'appliquer sur des paragraphes et sur des titres, eh bien ce sera p.maclass, h1.maclass, h2.maclass. Il va falloir répéter, mais au final pour l'utilisateur, on va avoir une mise en forme qui va s'adapter au contexte. C'est-à-dire que quand il va cliquer sur un paragraphe, dans sa liste de styles, il ne verra que ceux adaptés au paragraphe. Et ça, pour un utilisateur, c'est extrêmement important. Parce qu'il faut toujours penser que l'utilisateur, derrière, il a une charte graphique. Il la connaît peut-être pas par cœur. Donc si on peut l'aider à le respecter, à respecter cette charte, c'est un plus extrêmement important. Quelqu'un a une question? Non, c'est dehors. Deuxième chose qui est très liée à l'utilisation du RTE CSS, c'est les noms de ces classes. Votre montage HTML, il a des classes qui sont sans doute très parlantes d'un point de vue technique, beaucoup moins d'un point de vue utilisateur. Et sur combien de sites on voit des listes de mise en forme où le nom des styles en fait apparaissent directement et on n'a que ça. Donc vous avez le fameux liste bleue, liste rouge, bon, qui sont peut-être même pas bleues ou même pas rouges des fois. Des mises en forme, des noms de styles qui ne sont pas toujours très parlants. Alors que on a cette option, le RTE, alors je ne peux pas afficher si, je peux afficher la souris. Voilà, ce RTE classe. Alors le type-pdf, c'est le nom d'une classe CSS par exemple. C'est ce qui s'afficherait dans le menu par défaut. En mettant juste un point name derrière, je peux mettre le libellé que je veux. Alors par exemple, icône PDF, c'est quand même plus parlant que type-pdf. On ne sait pas trop ce que ça va faire, on pourra avoir des choses plus compliquées. Idéalement, bien sûr, on ne mettra pas le icône PDF en dur comme ça. C'est vraiment à titre d'exemple. On va mettre une référence vers un fichier de traduction, que ce soit un XLIF, un LLXML. Donc, une fois encore, c'est que l'utilisateur ait dans son menu déroulant quelque chose de parlant et qui soit quelque chose de cohérent avec sa charte graphique. Et puis, toujours lié à l'utilisation des styles, on se retrouve régulièrement avec un cas un peu bizarre. Je vais continuer sur cet exemple de style qui s'appliquerait par exemple à des liens. J'ai envie que sur mon lien, je puisse mettre une icône de PDF, une icône Excel, une icône zip par exemple. Donc je vais avoir autant de styles CSS que nécessaire. Et l'utilisateur va forcément se planter à un moment. Il va vouloir mettre une icône PDF et puis il va cliquer une ligne en dessous, il va nous mettre une icône de Word par exemple. Ok, pas de problème. Il enlève le style, il met l'icône de PDF. Sauf que l'utilisateur ne fait jamais ça. Il reste sur son lien, il va chercher l'icône PDF dans le list, et puis il espère que ça enlève automatiquement le Word. Sauf que si on ne lui dit pas au RTE, il ne le fait pas. Les styles, vous allez pouvoir les cumuler autant que vous voulez. Alors selon votre charte graphique, il se peut qu'un style prenne le dessus sur l'autre, selon l'ordre où il a été appliqué, selon les styles. Alors que on a en fait une option qui est le Mutually Exclusive Class, qui est assez parlante. En fait, ça va permettre de rendre des styles exclusifs entre eux. Si par exemple, ici on a créé une famille link icône, on peut choisir absolument ce qu'on veut, on pourrait l'appeler Toto, ça n'a pas d'importance. Et ensuite on liste tous les styles que l'on veut empêcher de se cumuler. Par exemple, si l'utilisateur met le style type Word, exemple que j'avais donné, et qu'ensuite il sélectionne le type PDF, ça enlèvera la classe type Word. Vous allez empêcher de cumuler les éléments. Par contre, on pourra peut-être ajouter un autre style qui n'aurait rien à voir. Enfin, on même pas peut-être, on peut le faire. Voilà, donc cette petite option, elle est un peu oubliée au fond de la doc. C'est extrêmement utile de la mettre, ça prend 5 minutes et généralement ça évite plein de retours de bugs qui sont, je comprends pas, j'ai deux icônes qui s'affichent ou j'ai beau sélectionner PDF, ça reste avec mon icône de Word. Solution qu'on donne, allez éditer le HTML, enlever la classe. Bon,
On pourrait simplement empêcher ce comportement. Alors, toujours dans les classiques, et suite à ce RTE CSS, l'objectif c'est de respecter une charte graphique. On pourrait simplement dire à l'utilisateur, ok, je vous mets toutes les options, vous avez le choix des polices, vous avez le choix des tailles de police, des couleurs de texte, et puis allez-y, respectez votre charte, après tout, vous la connaissez, vous n'avez qu'à recopier. Vous allez faire bondir tous les intégrateurs, parce que c'est idéal pour qu'un site se transforme en un beau carnaval. Donc, on doit vraiment coller une charte graphique, on doit avoir les styles adaptés et rien d'autre. Donc, ça rejoint l'idée de bloquer les styles sur certaines balises uniquement, le premier point du slide d'avant. Mais ça peut être aussi de restreindre des éléments, en fait, restreindre l'utilisation de certains blocs. Ne pas permettre à l'utilisateur de mettre des H1, par exemple. On parlait du référencement hier. Le H1, ça doit être un titre de page. Ok, on ne va pas laisser les utilisateurs mettre des H1 au milieu du RTE. Donc, vous pouvez restreindre absolument tout le balisage que vous voulez en termes d'insertion. Parce que bien sûr, après, vous avez toujours la possibilité d'effectuer un traitement pour celui qui viendrait le taper en HTML, de le nettoyer. Mais le but, c'est pas que l'utilisateur tape son truc, et puis, à l'enregistrement, ça lui efface la moitié de sa mise en page. Idéalement, on va l'empêcher de mettre quelque chose qui lui est interdit. Autre chose qui est souvent oubliée ou souvent désactivée, c'est le nettoyage automatique lors de la copie. Alors, lors de la copie, plutôt lorsqu'on colle. Typiquement depuis Word. Donc, le nom de l'option n'est pas anodin, le Enable Word Clean. Le cas, et ce qu'on entend très souvent, et c'est pas faux comme méthodologie, c'est de dire, lorsque vous copiez-collez depuis Word, copiez-le dans le bloc-notes avant, ça effacera les styles, et ensuite vous le recopiez dans l'éditeur de texte. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà fait un copier-coller depuis Word vers du HTML, vous vous retrouvez avec tous ces styles, ce balisage un peu étrange que Microsoft nous a pondu. Clairement, si ça finit sur le site web, c'est pas beau à voir, c'est pas beau à maintenir. Du coup, pour résoudre cette problématique, dans le RTE, on a un système de nettoyage automatique du balisage Word. Il n'est pas parfait. Si votre Word, c'est encore un carnaval avec des styles, des couleurs absolument énormes, des tableaux tordus dans tous les sens, il y a des chances que ça ne se passe pas très bien. Par contre, si c'est un document structuré de façon correcte, comme 90% des documents professionnels, je pense, ça va fonctionner parfaitement. Donc le Enable Word Clean, ça va nettoyer automatiquement lorsque vous collez depuis Word. L'autre option, ce serait de le faire avec les touches du clavier. Alors il y a un raccourci, c'est CTRL-O, CTRL-0, je ne sais plus. Vous pouvez choisir la lettre, d'ailleurs la touche du clavier que vous voulez, pour que le nettoyage se fasse manuellement. Et ce nettoyage, vous voyez cette ligne, le HTML parseur. Alors, il y a un saut de ligne parce que ça ne rentrait pas sur l'écran. Normalement, les deux dernières devraient être sur la même ligne. Ici, on recopie la configuration du parseur. Il viendrait plus tard sur à quoi servent les parseurs. On copie la configuration qu'on a déjà définie pour le standard. Mais vous pourriez très bien faire en sorte que lorsqu'on colle quelque chose, ça enlève tous les spans, ça enlève tous les divs, ou que ça transforme les B en strong, alors que ça ne le ferait pas sur le reste de la configuration. Là-dessus, vous avez totalement la main. Généralement, le simple fait de copier votre configuration générique de parsing suffit à avoir un nettoyage qui est complètement, absolument correct. Donc, n'hésitez surtout pas à l'activer automatiquement. Et dans le pire des cas, si ça ne fonctionnait pas sur le style de document qu'utilise votre client, proposez-lui le raccourci clavier. On a aussi un bouton dans la barre d'outils qui marche très bien. Donc, encouragez à utiliser cette fonctionnalité plutôt que d'obliger l'utilisateur à sortir, passer dans un bloc-notes et revenir. C'est un problème qu'on a d'ailleurs très souvent. Obliger l'utilisateur à sortir du document. C'est-à-dire que
il est dans son navigateur web, il est en train d'éditer sa page web, et il doit sortir pour faire de la correction orthographique. Il doit prendre son texte, le mettre dans Word, et puis revenir. Alors, des fois en perdant les styles, on rejoint ce problème. Ou alors avoir le Word et le document à côté, et à chaque erreur que lui remonte Word, aller le corriger à la main dans l'éditeur. Il y a quand même un souci du point de vue ergonomique de se dire, vous avez un outil web qui vous permet d'éditer votre site web sans aucun outil type Dreamweaver et compagnie. Et puis à côté de ça, on va lui demander d'utiliser la suite Office à je ne sais pas combien de centaines ou de milliers d'euros. Donc j'espère qu'il a surtout déjà un bi-écran pour pas arrêter de basculer entre les deux, par exemple. D'un point de vue ergonomique, c'est quand même un souci. Donc, dès que votre utilisateur est obligé de sortir du RTE, que ce soit pour aller voir sa charte graphique, que ce soit pour faire de la correction, pour faire des copier-coller, c'est qu'il y a un souci. Alors, un dernier classique, là je pense que tout le monde s'est déjà amusé avec, parce que c'est sans doute l'option la plus simple, c'est la partie toolbar. La partie toolbar, vous pouvez bien sûr cacher, rajouter les icônes, vous pouvez les réorganiser, jouer avec l'ordre des boutons. Bien souvent, on le fait dans le page tsconfig, et c'est sa place. Mais on se retrouve vite on se retrouve parfois avec le besoin de limiter un utilisateur. Et dans l'user tsconfig, on peut brider cela. Souvent, ce n'est pas fait, ce qui fait qu'on choisit de brider pour tous les utilisateurs, ou on propose des options à des utilisateurs qui ne devraient pas les avoir. Donc sachez que la liste des boutons affichés, quand je dis boutons, c'est boutons, menu déroulant, hein, c'est tout ce qui compose les barres d'outils. Vous pouvez parfaitement le gérer depuis le user tsconfig. Donc ces options, le but c'est de penser avec l'utilisateur, de se dire quels sont vos besoins. Est-ce que vous avez besoin de mettre en gras, en italique? Bon, généralement oui. Est-ce que vous avez besoin de mettre des exposants, des indices, pour avoir une barre d'outils qui soit complètement adaptée aux besoins? Ça peut sembler très très bête, très simple à faire, mais se poser la question avec le client, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça va jouer sur toute la saisie derrière, sur toute l'utilisation et la compréhension de l'outil. Si vous voyez un peu l'évolution de Typo 3 en termes d'ergonomie, vous apercevrez qu'on voit de moins en moins d'icônes à l'écran. Des fois, elles sont masquées automatiquement, elles apparaissent qu'au survol. Avoir un écran, une barre d'outils avec 200 icônes, c'est peut-être très fonctionnel quand on sait à quoi correspond chaque icône. Par contre, pour un utilisateur débutant, c'est assez peu digeste. Donc de la même manière, configurer les barres d'outils pour correspondre aux besoins. Je reviens sur un point que j'ai déjà un peu évoqué avant, la correction orthographique. Une fois encore, un utilisateur, quand il doit sortir du RTE pour faire son travail de façon correcte, c'est qu'il y a un souci. La correction orthographique sur le RTE, elle se configure en à peu près 5 minutes, et c'est très rarement fait pourtant. Alors, un exemple de ce que ça donne. Donc, ici, apparemment, le correcteur n'a pas trop aimé le mot PHP. Alors, comment ça marche? C'est basé sur Haspel, qui est un outil libre, qui est un correcteur orthographique, un outil en ligne de commande. Haspel, c'est disponible sous Linux. Évidemment, c'est un peu son origine, système Unix. Par exemple, sur une Debian, vous voulez installer les outils nécessaires à Haspel, vous avez 2 packages à installer. Sur une Red Hat, c'est pas plus compliqué. Donc, niveau installation système, un admin 6, il vous dit OK, vous lui demandez au téléphone, vous n'avez pas raccroché qu'il l'a déjà installé. Ça prend à peu près 10 secondes le temps de taper la commande. Sous Windows, soyez pas désespérés, ça marche aussi. Il y a des versions Windows. Et par contre, je vous ai dit qu'on avait très peu de configuration, mais on a quand même quelques prérequis, dont certains qui peuvent sembler un peu bizarres. Alors, avoir un Haspel récent et pspell, le package PHP, ça jusque-là on se dit OK. Mais il faut installer l'extension Static Info Table. Si vous ne l'installez pas, votre option, vous aurez beau la configurer dans tous les sens, elle ne s'activera pas. Donc
C'est clairement marqué dans la doc, sauf que c'est marqué au tout début dans un chapitre qui n'est pas forcément directement lié, c'est plus dans l'introduction qui concerne Aspel. Donc, si vous voulez activer de la correction orthographique, finalement, vous avez quoi à faire? Installer Aspel et Pspell, et puis statique infotable. C'est bon, ça marche. La configuration, c'est quoi derrière? En fait, il y a très peu d'options. Là, je les ai toutes indiquées. C'est juste, est-ce que vous voulez autoriser les dictionnaires personnalisés? Dictionnaires personnalisés, si je reviens sur l'écran, c'est en fait, chaque utilisateur peut créer des dictionnaires personnels. Vous pouvez aussi en créer un, par exemple, spécifique au métier du client. Donc, voilà le genre d'option que vous avez. Et puis, le choix des langues. Il se trouve que dans Aspel, alors, je vais vous montrer si je trouve le bon écran, voilà. Non, raté. C'est ici. Alors, Aspel propose énormément de dictionnaires. Donc ici, sur cette machine, j'ai l'anglais et le français qui sont installés, parce que ça me suffit. En liste de dictionnaires, il y en a énormément, ça couvre un panel très très large. Et vous voyez que même pour une langue, on en a beaucoup. Par défaut, il va utiliser le code ISO 2. Donc, si votre site est en français, si votre langue est configurée sur français, il va utiliser le dictionnaire FR. Mais vous avez des variantes. Alors que je ne connais pas toutes, je ne connais pas les détails. Peut-être que le MED concerne le monde médical ou je ne sais quel élément. Sur les parties anglaises, on a un peu plus de variantes avec de l'anglais avec ou sans accent, par exemple. Donc vous pouvez choisir le dictionnaire qui correspondra à chaque langue. C'est à peu près les seules options que vous pourrez configurer sur Aspel. Alors, sur la partie contributeur pur et dur et plutôt configuration, parce qu'au final c'est toujours l'intégrateur qui fait le boulot. Défini, il y a plein d'autres options, mais elles sont généralement courantes et bien utilisées. Donc ça peut... il n'y a pas besoin d'en parler plus, je pense. Par contre, il y a quelques options qui concernent, quelques utilisations qui concernent vraiment du développement. Alors, cette image, elle n'est pas anodine, c'est que tout est documenté. Très bien documenté, mais malheureusement éparpillé. Donc, on jettera un coup d'œil sur la partie doc, mais la plupart des exemples que vous avez ici, enfin des points évoqués ici, sont documentés avec des exemples complets. Donc, vous pouvez trouver de l'info et j'espère que je vous donnerai envie d'aller chercher ces infos pour les mettre en pratique. Alors, le RTE propose ce qui s'appelle le Extension Plugin API. C'est un outil qui est extrêmement intéressant puisqu'il permet d'étendre le fonctionnement du RTE. Alors, pas de l'étendre à la manière des hooks ou des X-Class, mais de l'étendre en termes de barre d'outils, c'est-à-dire rajouter des boutons, rajouter des menus déroulants, par exemple. Et ça se fait extrêmement simplement. Vous avez en fait deux côtés qui vont travailler. Premièrement, le côté PHP. Alors, du côté du PHP, on a une classe qui est RTE HTML AREA API. Vous allez juste créer votre classe qui correspondra à votre plugin et étendre de cette classe. Il y aura des exemples de code juste après, je vous montrerai dans un éditeur. Alors, ici j'ai détaillé, vous avez la version namespace et classe qui correspondra du typo 3 V6 idéalement. Et puis la version plus V4 avec le TX RTE HTML AREA API. Ce sont globalement les mêmes. Attention quand même, elle va être dépréciée en 6.2, donc ça arrive bientôt, dans quelques mois, alors que la version namespace sera toujours accessible. Et un côté JavaScript, parce que finalement l'éditeur HTML AREA, c'est quand même énormément de JS. Si vous avez déjà regardé la quantité, vous avez dû être choqué. Donc, côté JavaScript, on a une
une structure JavaScript à adopter, un exemple, qui dépend donc de cette ligne. On verra après plus en détail. Alors, en plus de ces deux parties qui sont les parties essentielles, je les ai présentées ici, on verra dans des fenêtres d'édition après. La première partie, donc le PHP, la deuxième, le JavaScript, puis la troisième, il n'y a pas de magie. On finit dans un fichier de configuration, les ex-localconf, les ex-tables, les classiques, dans lequel on va déclarer notre plugin. Alors, tous les exemples que j'utilise ici, c'est le bouton smiley du RTE. Vous savez, ce fameux bouton qu'on ne met jamais au client parce que c'est quand même un peu la honte de pouvoir insérer des smileys dans un site pro. Du coup, voilà, j'ai utilisé cet exemple et vous voyez qu'au niveau de la déclaration, pareil, c'est 4 lignes. On met ça dans le localconf, par exemple. Et puis, c'est bon, on a notre plugin qui est référencé, qui est utilisable avec le RTE. Alors, je vais vous montrer des exemples, c'est en dessous. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas. Est-ce que c'est lisible? Cette partie-là, j'imagine que non, vu que c'est un peu... Donc là, c'est la déclaration, le ex-localconf, des gros tableaux comme d'habitude. Ça, à la rigueur, on va l'oublier, c'est pas le plus intéressant. On va juste regarder ce fichier PHP. Alors ce fichier PHP, je l'ai trouvé où? J'ai pas été le chercher bien loin. J'ai en fait été dans un introduction package, version 6.1.1, /typo3, /csext, /rte html aria. Voilà, j'ai été simplement dans l'extension html aria. Et on va trouver un dossier qui s'appelle extension, avec plein de dossiers, par exemple le insert smiley. Alors si vous regardez, vous allez voir pas mal de fonctions qu'on a assez souvent, le plain text, les tableaux, les styles de texte, undo, redo, le annuler en fait. Tout ça, ce sont des plugins. Donc, si Stanislas Roland a réussi à le faire sous forme de plugin, pourquoi pas nous? Donc le insert smiley, vous voyez, on a ce fichier PHP, quelques éléments de skin, en fait, des icônes, et c'est tout. Alors, ce fichier PHP, qu'est-ce qu'il contient? Donc, une classe, on la nomme un peu comme on veut, un nom parlant, si possible, qui extend l'API. Dedans, plein de variables, qui sont des variables standards, en fait, c'est un copier-coller, vous allez définir le nom de votre fonctionnalité, ce qui est utilisé, et puis une fonction. Voilà, c'est fini. Côté PHP, il n'y a que ça à faire. C'est pas le plus compliqué, j'imagine. Voyons le côté JavaScript. Donc pareil, on a un dossier JS qui contient tous ces JavaScript. Là, c'est un peu plus long, mais finalement, pourquoi? On a une série de fonctions. Par exemple, la fonction configure plugin, qui permet d'envoyer toute la configuration. On aurait pu l'envoyer depuis PHP aussi. C'est long parce qu'on a la liste des smileys dans cet exemple. Donc, un tableau JavaScript. Ok, jusque-là, c'est pas trop dur. Un deuxième tableau, plugin information. Finalement, vous racontez un peu ce que fait votre plugin. Ok. Ensuite, des ID. On donne, une fois encore, de la configuration. Et puis après, effectivement, là, on a du code. Donc ici, on button press. L'action qui va se passer quand on va presser le bouton. Votre action, ça pourrait être n'importe quoi. Ici, c'est insérer un smiley. Je ne vais pas détailler le code, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais voilà. Ensuite, fonction render, une fonction insert image tag qui est utilisée par la fonction du dessus. Mais c'est tout. Une fois encore, on s'aperçoit qu'on a surtout de la configuration, la partie configure plugin, et puis un on button press. C'est ce qui va se passer quand l'utilisateur va appuyer sur le bouton. Le reste, c'est du JavaScript. Donc, un petit développement JS, pas bien compliqué. Et on a fini. Notre plugin, on le met dans notre extension, on installe l'extension, on recharge notre RTE en vidant les caches. Et normalement, ça marche, si on a bien développé. Alors,
qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme... hop, je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme utilité à ce genre de fonctionnalité? Une idée toute bête, un plugin d'insertion de mots-clés dans le RTE. Imaginons que vous ayez un besoin dans votre société, c'est d'insérer le numéro de téléphone qui change tous les 4 matins, ou le copyright qui change tous les ans, le copyright 2012, 2013 et ainsi de suite. Soit vous le tapez à la main, et puis à chaque fois qu'il y a un changement, vous rééditez tous les contenus, soit vous pourriez utiliser des mots-clés. Par exemple, ici, pour le numéro de téléphone, je vais utiliser le mot-clé phone. Et puis pour copyright, le mot-clé copyright hier, par exemple. Je vais mettre des mots en anglais parce que mon site est en français, comme ça au moins je suis tranquille. Pour l'utilisateur, la difficulté, ça va être quoi? C'est de retenir tous ces mots-clés. Je vais simplement lui faire un plugin RTE, une liste déroulante, avec la liste des mots-clés. Pourquoi pas l'alimenter depuis la base de données? Je crée un objet mot-clé RTE avec le mot, le texte de remplacement, et puis je construis cette liste, je l'envoie au plugin RTE. Voilà. Dans mon RTE, j'ai un menu déroulant pour insérer des mots-clés. Ensuite, la deuxième étape qui sort du cadre du RTE, mais j'ai quand même précisé, sur mon objet page, alors c'est un peu bourrin, ça prend tout l'objet page, mais je fais un replacement de mes mots-clés vers une valeur. Donc là, par exemple, je pourrais remplacer XXX par Y, je pourrais remplacer phone number ou phone par le numéro de téléphone. Le jour où le numéro de téléphone change, j'ai juste à modifier cette conf ou à modifier mon objet si la conf est fabriquée par un plugin. Et puis voilà, tous mes phone numbers sont remplacés sur toutes les parties du site. On pourrait même pousser un peu l'idée ou le vice selon comment on se place. Faire quelque chose de dynamique selon l'heure. Alors le numéro de téléphone de 8h à 18h, c'est celui-là. À partir d'une certaine heure, c'est autre chose. C'est le numéro d'astreinte, par exemple. Ou faire en sorte que le copyright, il change automatiquement tous les ans. Il n'y a pas besoin d'aller le saisir, finalement, faire quelque chose de dynamique. Après, ça, c'est du TypoScript. Donc, des idées de plugins RTE, on pourra en avoir beaucoup. Ça couvre un panel assez large, le RTE, mais finalement, l'imagination des clients est tellement débordante que on peut avoir besoin de faire ça. Et c'est pas compliqué. J'espère que je vous aurai convaincu sur le fait que c'est pas compliqué. Il ne faut surtout pas hésiter à le faire. Alors, des exemples. Je vous ai montré des exemples dans l'extension RTE. Donc c'est ce que je vous ai dit, l'existant. Aussi les docs. C'est dit que l'extension RTE, tout ça, c'est dans les documentations. Alors, essayez de retrouver ça. C'est ici. Alors, quand on veut des docs sur Typo 3, on va sur docs.typo3.org. C'est récent, mais c'est extrêmement bien fait. Si je tape RTE HTML dans la liste des docs des extensions, j'ai plein de manuels. Alors, RTE HTML Area, qui est absolument pas intéressante, vu que c'est juste une doc qui dit d'aller voir les autres docs. Par contre, le HTML Area API, qui va ravir les développeurs, le HTML Area Manual, qui va ravir ceux qui doivent configurer le RTE, toutes ces options. Alors, si on les survole, alors vous avez d'autres extensions qui sont par exemple le YouTube Button. Vous voulez avoir un exemple de comment rajouter des boutons, allez voir cette extension. Alors, rajoute un bouton YouTube au RTE, vous cliquez, vous tapez l'ID du YouTube, ça vous insère un tag automatiquement YouTube bien propre au milieu du RTE. Un exemple d'utilisation de ce qu'on pourrait faire avec un plugin très simplement. Alors, voilà, la doc du RTE avec vraiment des cas d'utilisation. C'est très orienté utilisateur final. La doc API, comment faire des plugins. Tout est documenté. Vous avez des exemples dedans, vous avez la liste des options. Allez voir ces docs, il y a vraiment tout dedans. Dernier truc, le HTML Area RTE, c'est intégré au noyau. Comme c'est intégré au noyau, toute l'API elle est disponible sur api.typo3.org. Donc ici, je vais remonter. Je suis sur la classe HTML Area API, celle qui génère celle qui est la parente de tous les plugins. Et d'ailleurs, ça se voit ici.
on voit toute la liste des plugins qui héritent de cette classe. Donc vous avez toutes les fonctions, comment elles marchent. Vous devez faire du développement. Pensez à aller sur api.typo3.org pour le HTML Area RTE. Vu qu'il est dans le noyau, il est documenté ici. Profitez-en. Et puis dernier point de documentation, c'est souvent sur celle-là qu'on arrive, et on reste un peu sur notre fin généralement, c'est l'utilisation des RTE dans Typo. C'est très générique, ça ne parle pas du tout de HTML Area, ou très peu. On y reviendra après sur celle-ci, mais c'est pas la plus intéressante quand on s'intéresse à HTML Area RTE. Alors, je vais vous parler d'une mauvaise idée. Mettre un RTE en front-end. Alors c'est un avis personnel, certains trouveront ça peut-être très très cool de mettre le HTML RTE en front-end. Au final, ça apporte que des embêtements. Alors, on a des problématiques de droit pour faire des liens par exemple vers des pages. Je les affiche pas. Ouais, mais normalement c'est en back-office, on a un contexte, on sait plus ou moins ce qu'on doit voir. Là, ça marche pas. Des aspects graphiques. Essayer de reskinner le RTE, c'est faisable, mais c'est pas le plus facile. Et généralement en front, les utilisateurs vont dire il n'est pas très joli votre RTE. Beaucoup de JS, ça c'est à peu près commun à tous les RTE, sauf que là ils sont très spécifiques au back-end. Vous allez vous retrouver à faire un peu des hacks dans tous les sens pour que ça marche vraiment bien et vraiment à fond sur le front. Et puis, finalement, ce que je trouve une mauvaise idée, c'est pas de mettre un éditeur en front, c'est de mettre RTE HTML Area spécifiquement. Vous avez d'autres solutions qui s'intègrent très bien en front, CK Editor par exemple, qui est un vieux de la vieille. Et puis Aloha, on entend beaucoup parler d'Aloha côté Typo 3. S'il a été choisi pour faire du front-end editing par George Ringer, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est un éditeur qui est vraiment génial. Et il s'intègre assez bien au front-end editing. Sur Neos, ils l'ont choisi, c'est parce que finalement, le back, c'est globalement du front en fait, en matière d'édition. Donc, si vous devez faire du front, en tout cas, moi, si je devais le faire, je privilégierais ce type d'éditeur face à RTE HTML Area. Un dernier point, pas le plus marrant, mais souvent un truc qui est mal compris et qui peut intéresser aussi bien la partie développement que la partie intégration. C'est comment ça marche dans Typo 3 le RTE. Souvent, on tape du texte, on enregistre, puis là ça ressemble plus à rien. En tout cas, ça ressemble pas à ce qu'on avait tapé. Et on se demande pourquoi. Ensuite, se demander pourquoi, on commence à crier sur le RTE et puis on ferme tout et on va prendre une pause café. Donc, en fait, les transformations, c'est pas si compliqué que ça. Au niveau des étapes, on n'a pas grand-chose. Vous avez votre application RTE. Alors RTE HTML Area, typiquement, TinyMCE, pourquoi pas. Cette étape 1, vous tapez votre texte dedans. L'étape 2, c'est déjà des petites transformations qui seraient spécifiques à votre éditeur. Généralement, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, vous avez les vraies transformations. Tout ce que vous configurez quand vous faites du remapping de tags. Si je remplaçais les B en strong, par exemple. Ça fait partie des remappings qu'on a par défaut et qu'on a sur quasiment tous les sites. Et hop, ça finit dans la base de données. Derrière, quand vous ressortez de la base de données pour afficher sur le front ou repartir vers la gauche, vous remarquerez que les étapes 2 et 3, les flèches sont à double sens, contrairement à la 5. On sort de la base de données, on fait les transformations inverses pour l'afficher sur le site. Alors, quand c'est juste transformer un B en strong, généralement, on n'a pas trop de problèmes. Ce qu'on rencontre souvent, c'est plus les transformations d'images, de liens, les médias. Si vous avez utilisé DAM un peu, quand vous insérez un élément, vous ne vous retrouvez pas avec une balise image en fait dans la base de données, vous vous retrouvez avec une balise média qui stocke en fait la référence au média DAM. L'ID de la fiche DAM correspond à votre image généralement. Le boulot de la transformation, ça va être de faire cette traduction dans les deux sens. Alors, cette transformation en back-office, elle est bien gérée, elle est souvent configurée, elle est tout le temps configurée, plus ou moins bien. Par contre, en front, il arrive qu'on l'oublie,
Ce qui fait qu'on se retrouve avec un RTE qui marche bien pour le gras, pour les italiques, toutes ces choses-là, puis pour les liens un peu moins bien. Donc c'est un truc qui pour les développeurs va sembler complètement évident, je pense. C'est le rendu sur le front. Vous avez déjà dû les voir, ces fonctions. Le RTE CSS Text de Pibase ou le ViewHelper format HTML de Fluid. Il faut penser à les mettre parce que c'est eux qui vont être en charge de faire cette transformation, l'étape 5 en fait, lors de l'affichage. Si vous ne le faites pas, finalement, vous faites la moitié du travail en termes d'utilisation des RTE. Donc toutes les transformations, il faut penser que c'est finalement des allers-retours entre un format utilisable par le RTE, par un éditeur HTML, un format compréhensible par le front-end, par un navigateur web. Et ces deux formats qui sont en bout de chaîne, les transformations vont permettre de le stocker ou de le sortir de la base de données. C'est finalement ce travail-là. Vous avez un très bon article sur les transformations dans justement cette doc, dans l'accord API référence du noyau typo. Vous avez tout ce qu'il faut sur les transformations. À quoi ça sert, comment ça marche. Donc, voilà, comment ça se configure, ça explique avec des tonnes d'exemples. Donc, quand vous avez des problèmes de changement, pensez aux transformations. Quand votre texte ne ressemble pas à ce que vous avez en bac, pensez aux transformations. C'est une clé essentielle. Une fois qu'on a compris ça, ça va beaucoup mieux. Et dernier point sur les transformations, alors j'ai mis en premier ce dernier point, c'est les types de transformations. Typo 3 en fait en propose déjà d'origine. Le CSS transform, il modifie l'aspect HTML du texte. Le TS Links, celui qui corrige les liens. Ce qui fait que votre lien vers la page ID 42 est corrigé automatiquement en un lien HTTP, mon site, / la bonne URL. TS Image, qui traduit les chemins vers les images. Le média de DAM, qui est une transformation rajoutée par DAM, par exemple. Vous pouvez rajouter autant de transformations que vous voulez dans vos plugins. Par exemple, le plugin YouTube qui ajoute un bouton YouTube. On pourrait imaginer une transformation qui transforme cette balise YouTube en une balise HTML utilisable à la volée. Toutes ces transformations, en tout cas les trois premières ici, vous allez les retrouver dans le TS CSS. Donc quand vous configurez un RTE, que ce soit dans leur Kickstarter, quand on fait ça un peu à l'ancienne, ou dans le TCA, vous allez voir souvent ce TS CSS. Appliquez-le tout le temps, ça regroupe les trois autres, ça vous assure déjà une bonne partie des transformations. Donc pensez-y si vous avez des problèmes de lien, des problèmes d'image, ça vient de là, c'est un problème récurrent. Alors, j'en ai fini. On pourrait en parler encore pendant des heures du RTE. Moi, ce que je vous propose, c'est d'en discuter. Peut-être vos retours d'expérience, vos problèmes, vos façons de les résoudre. C'est ce qui serait encore plus intéressant que les problèmes. Et puis, voilà, c'est ouvert à discussion, pas que sur RTE HTML AREA. On parle beaucoup d'Aloha ces derniers temps. Donc voilà, n'hésitez pas. On va sortir les micros. Des questions? Non. Je vous ai pas endormi, j'espère. Ouais, c'est le dernier jour. Bon, pas de questions. Très bien. C'est juste pour savoir, en fait, les allowed classes de la conf de base, il faut les mettre par balise, Alors, oui, en fait, il faut quasiment les mettre par balise. Déjà, on a deux grandes familles. On a les classes qui vont être attribuées plutôt sur les blocs, tous les paragraphes, les divs, et puis les classes qui vont être attribuées à tout ce qui est tag inline, les spans, les liens, toutes ces choses-là. Ensuite, il est quand même conseillé de préciser sur quoi on les applique. Une fois encore, c'est pour que l'utilisateur, derrière, il respecte à fond sa charte graphique et que l'interface du RTE s'adapte au contexte. Je clique sur un lien, ça me propose que les éléments applicables à un lien.
L'idée derrière, c'est qu'on ne se retrouve pas avec une classe link PDF sur un paragraphe, par exemple. Donc le but, c'est pas forcément de bloquer l'utilisateur, de le verrouiller, de vouloir le contrôler, avoir un sentiment de pouvoir sur son travail. Non, c'est qu'il fasse les choses bien et éviter l'erreur humaine, qui est souvent très très longue à rattraper. Quand vous avez des erreurs en termes de saisie, de contribution, c'est généralement une horreur à rattraper. Soit on refait tout à la main, soit on en vient à faire des parseurs à coups de regex pour aller corriger toutes les classes mal appliquées. C'est jamais marrant à faire, aussi bien pour celui qui reprend à la main que pour celui qui développe. Donc c'est vraiment penser cette conf en l'adaptant au maximum à ce qui doit être fait. Si une classe correspond à des balises H1, H2, H3, on l'applique dessus. D'ailleurs, petite astuce, ça gère les wildcards. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des classes qui s'appliquent au H1, H2, H3, pas besoin de préciser les trois éléments. Vous précisez H étoile et ça fonctionne. Donc ça peut être une astuce intéressante pour réduire le volume de configuration. Merci. Alors, je vais poser les questions si, si personne n'en pose. Est-ce qu'il y en a qui utilisent autre chose que RTE, HTML, REA en bac déjà? TinyMCE peut-être? Aloha en bac? Ça pose pas de soucis. Il y a une partie publique Ouais, qui est pas génial parce que tu peux tout configurer et tu as une partie payante un peu comme Solaire. d'accord, Tu peux aller beaucoup plus loin. Donc on a pris le parti d'acheter la partie payante, on a pris les licences développeurs, on rajoute ce qu'on veut. d'accord. Infiniment plus flexible, Plus moderne? plus moderne. Hmm. L'avantage c'est qu'une fois que tu l'as en bac, contrairement au RTE, tu peux l'utiliser en front pratiquement sans surconfiguration. Oui, c'est vrai qu'on a moins justement ce problème avec toutes les transformations dans tous les sens. Au final, tu as une édition frontale, mais on utilise, tu sais, la FE Edit Advanced, Ouais, l'ancienne à grand coup d'Ajax. On a calé Aloha dedans à la place de la base RTE qu'il y a dedans, de l'API RTE. ouais. On a beaucoup moins de problèmes d'édition et de compatibilité navigateur. Et du coup, pour l'édition front-end, celle proposée par, je sais plus, enfin celle de George Ringer, qui utilise Aloha de base, Ouais. est-ce que ça pourrait être une solution en conjonction à l'utilisation d'Aloha en bac? Ben, en fait, c'est la même base d'extension. Ça peut être vraiment une... la même chose, en fait, ça dérive de l'Aloha en front. Ouais, du coup, voilà, FE Edit Advanced, il faudrait peut-être Ah bah, pas le pousser vers la... Enfin, il se pousse tout seul vers la sortie, j'ai l'impression. oui, Je sais plus. malheureusement, parce que c'était un bon Ouais, une très bonne base. Mais d'accord. Donc un couple vraiment Aloha 100%, ouais. back et front. Mm. Avec peut-être le défaut que ce soit payant. Mais bon, Ouais, faut, après, faut bien manger. on en a fait l'achat pour nos clients. On l'achète une fois, t'es tranquille. Et surtout, tu prends la licence, on s'est arrangé avec le gars, on a fait du développement dessus. De temps en temps, il jette un œil pour vérifier combien ça peut passer en code, et puis tout le monde est content. Franchement, pareil, j'ai un client, j'en ai parlé à DKD, qui voulait une fonctionnalité d'indexation des fichiers. Bon, bah, c'est un add-on DKD, on l'a pris, pas de souci. De temps en Oui, temps, ça vaut le coup. ça peut être des solutions. Et puis c'est vrai que d'avoir des outils qui parfois peuvent être... Enfin, on a l'habitude que les extensions dans Typo 3 soient généralement gratuites. Après, voilà, quand il y a des développements, finalement, quand on fait un développement spécifique, on paye ce développement. Quand on prend une licence, quelque part, on paye le développement, donc c'est pas non plus... ça revient à la même logique. Oui, je sais pas où est le micro. C'était plus concernant Aloha, en termes de coût, ça représente quoi? C'est en fonction des fonctionnalités qu'on veut ou c'est une licence La payante? version libre, ta version publique. Ta version publique, la version payante. Il n'y a qu'une version payante. Il n'y a qu'une version payante. C'est le même principe que Après, Solaire, en fait. plus t'attends, plus il a fait évoluer, plus elle va coûter cher. C'est un peu le principe des Early Access programmes à la DKD. Plus avancé ce concept, plus tu arrives tôt, moins tu payes cher, plus tu reverses tes développements et plus ils sont à compte. Mais cher, ça veut dire quoi? Pour te donner une idée, je ne vais pas te donner d'idée pour Aloha parce que c'est pas moi qui fais la négo, mais pour te donner une idée, le package 22 de Solaire qui contient absolument tout, y compris la configuration, je crois qu'il y a un dommage que
Surtout que c'est un produit qui est plus jeune. Ça a des avantages et des inconvénients. Et puis après, tu as le Aloha lui-même, qui est, lui, par contre, il est gratuit et que tu utilises. Nous, on met à jour de temps en temps la version Aloha, donc il faut derrière remettre à jour la partie PHP derrière, la partie Postgre. Mais ça reste très intéressant, surtout si tu as une masse de contributeurs, donc des clients, une masse de contributeurs phénoménaux qui sont en général pas à l'abri des balles, en termes intellectuels, n'en pas moins. Donc il faut vraiment les bander, quoi. Il faut vraiment filer un truc, je clique, ça marche. Donc pareil, on a couplé aussi pendant un moment avec ce que tu disais tout à l'heure sur le RTE, on avait tenté nous les modèles Word. Conférence Ouais. qu'avait fait Arclis il y a 2 ans, en conférence privée entre nous, en fait, où c'était Arclis ou c'était Michael, je sais plus. Où ils avaient dessiné des modèles Word Bien structuré, surtout. bien structurés, Voilà. le copier-coller fonctionnait à tous les coups, y compris avec les images. Ça s'est amélioré, hein, ce copier-coller depuis Word. C'est vrai qu'il y a quelques années, on pouvait le tourner dans tous les sens, c'était catastrophique. C'est à chaque release de Word où il y a des patchs à apporter, parce qu'à chaque release, Microsoft trouve rien de mieux que de changer la façon dont s'exporte le HTML. Et du coup, derrière, Stanislas Roland, généralement, s'y colle et corrige tout ça. Donc voilà, on va peut-être éviter les Office 2013 qui viennent de sortir. Mais sur les Office courants, ça marche sans problème. Et 2013, peut-être que ça marche très bien, hein, j'ai pas testé, mais a priori, voilà, on a quand même un bon fonctionnement. Il faut juste éviter les Word super tordus. Où là, malheureusement, il n'y a pas de miracle et je pense qu'il y a quasiment, enfin, il n'y a aucun outil qui arrive à faire un 100% de nettoyage parfait depuis Word. Après, tu as un truc qui a été abandonné malheureusement, comme beaucoup d'extensions qu'a fait Robert Heng. C'était une extension, je ne sais plus comment elle s'appelait, où tu lui filais ton fichier Word à manger, il te crachait une page. Oui. C'est-à-dire que dans les propriétés de page, on pouvait lui lire un fichier Word, il était mouliné, parsé, et puis il recrachait complètement. Ça, c'était un peu abandonné parce que c'est trop grand. C'est des chantiers assez compliqués. On a ce mécanisme sur un autre CMS, c'est EasyPublish, où on peut faire des exports en OpenOffice. On édite la page en OpenOffice et puis on réimporte le OpenOffice et ça met à jour le contenu. Donc encore quand le contenu est très structuré, ça peut permettre ce genre de fonctionnement. Bon, une partie HTML AREA, malheureusement la structuration, enfin, c'est du HTML, c'est structuré, mais de là à dire que c'est très structuré et connu à l'avance, là on s'éloigne vraiment. Bon, je propose de s'arrêter là peut-être, de se diriger vers la pause café dans ce cas. Et puis surtout, si vous avez des questions, que vous souhaitez en rediscuter, n'hésitez pas, je suis encore là jusqu'à fin de la matinée. Voilà. Merci beaucoup.